You want Philly food? Yeah, let's do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode de victoire, épisode de bye week, épisode de trade. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui et pour m'accompagner, pour le moment, on aura peut-être un François plus tard, mais en tout cas pour le moment, j'ai avec moi Grégory. Salut Grégory. Salut Victor, salut les Eagles. Et j'ai Loïc. Salut Loïc. Salut, franchement, on a réussi à gagner même sans jouer en bye week, c'est incroyable. Bien sûr, parce que c'est road to back. Ah bah là, je dois avouer que défaite des Cowboys, de Washington, des Giants, des Packers, des Lions, là c'est la meilleure bye week de notre histoire. C'est bye week of all time. Non, il y a celle de l'an dernier qui nous a remis en selle. Donc c'est la deuxième meilleure bye week de notre histoire. Si tu veux. Mais en tout cas, sachez que là, on en est à un point où Grégory a dit qu'il acceptait un petit peu de croire aux malédictions si on perd la NFC Est. Tellement elle est imperdable maintenant. Ah bah là c'est quand même redevenu la pire division de la NFL. C'est une année sur deux. Hein. C'est vrai que c'est assez terrible. Si tu la perds, c'est encore pire qu'il y a 2 ans, quoi. Sachant qu'il y a 2 ans, c'était déjà historique, donc... Oui, mais sauf que là, il y a 2 ans, on la perd contre une équipe qui fait 10 ou 11 wins. Oui, mais bon, tu le prends en perdant contre les Giants qui sont horribles, les Cardinals qui sont horribles. T'étais à 10-1 et tu la gagnes pas. Mais là, à mon avis, les 3 autres équipes sont en négatif. Donc, bien sûr. Oui, là... Bon, c'est bref. sûr. Écoutez, on va voir en tout cas ce que ça donne. Le double affrontement de fin de saison contre les Commanders que la NFL avait mis en disant que ça allait faire beaucoup de vues. J'ai peur que ça fasse un peu pchit pour eux, mais bon, bref, ça fait partie du jeu. Ouais. Messieurs, on va commencer par parler du match face aux Giants, avant de parler des échanges. Victoire 38-20, on s'était fait humilier à New York par ces mêmes Giants 2 semaines avant. On n'avait pas A.J. Brown, bon, eux n'avaient pas Mike Nabers, etc., mais on s'est remis en selle avec un très bon Jalen Hurts, 15 sur 20, 179 yards, 4 touchdowns, avec un Saquon Barkley enfin décisif, 150 yards et un touchdown, avec un Tank Bigsby à 104 yards en 9 courses. Hein, ça, évidemment, personne ne l'avait prévu, celui-là, par contre. Et un Dallas Goedert qui continue à collectionner les touchdowns. Du côté de la défense, on a fait 5 sacs. Faut noter quand même parce que c'est assez rare. Zach Bone, Jake Hunt, Moro Jomo, Jordan Davis, Jalen Carter. Et si on reprend un peu juste le résumé, on va dire, de ce match, donc on mène 7-0, ils égalisent à 7 partout, on mène 14-7, ils reviennent à 14-10. On se détache avec un touchdown puis un field goal 24-10. Ils marquent un field goal 24-13 et finalement derrière, touchdown, 38-13, le match est fini. Et ils marquent un touchdown en fin de match contre nos remplaçants. Loïc, parce que tu n'étais pas là au dernier podcast, tu n'as pas pu forcément t'exprimer. De ce match-là, qu'est-ce que tu retiens? Un Jalen Hurts toujours aussi rayonnant, une défense qui s'est quand même un peu réveillée avec seulement 13 points encaissés, entre guillemets. Quel est pour toi le point majeur de ce match et de cette victoire? Moi, je dirais que Hurts est en très grande forme. Là, il vient de sortir 2 très grands matchs. Voir le running game qui fonctionne et surtout le fait qu'ils utilisent enfin des courses un peu plus sur les extérieurs. Incroyable, mais ça marche. C'est dingue, hein, comme quoi des fois c'est facile. Et non, moi je dirais que c'est surtout... On voit que ce qui est le plus important dans cette attaque, c'est quand même la ligne offensive. Et on se marrait à l'idée que Brett Toss allait jouer, mais au final, le fait d'avoir un joueur qui est en bonne santé, même s'il est moins bon que le titulaire, ça a stabilisé la ligne, j'ai l'impression, sur les derniers matchs. Donc, moi, je pense que tant qu'on aura une ligne offensive qui sera à peu près en bonne santé,
cette attaque, elle va tourner. Grégory, il y a le match d'avant, on gagne avec la passe. Ce match-là, on peut dire que d'une certaine manière, on gagne quand même principalement avec la course, même si la passe a très bien marché, notamment en red zone. Mais est-ce qu'on peut dire que les deux derniers matchs, c'est le grand gagnant de ces deux derniers matchs, c'est Kevin Patullo, finalement, qui commence enfin peut-être à trouver son rythme et à diversifier son attaque en disant, voilà, on peut vous battre dans les airs, on peut vous battre au sol. Maintenant, démerdez-vous. En fait, le truc, c'est que nous, on réagit semaine après semaine avec maintenant, ça suffit. On a eu des coups de colère après les deux défaites. Mais comme on avait, j'aime à le rappeler, l'an dernier, quand on était à 2-2, donc on réagit, on surréagit en fait en fan. Je côtoie ça au quotidien avec les missions de foot. Et parfois, il faut du temps et parfois, ça ne marche jamais. Et là où je te rejoins, c'est que vous vous êtes apaisé, surtout Loïc, un peu toi aussi, je sens, et que maintenant, j'ai envie d'y croire, moi, à Patullo. Et que je vois des courses qu'on ne voyait pas. Peut-être aussi que quand Saquon Barkley disait je sais que ça va venir, c'est une question de temps, bah, il n'a pas fallu 4 matchs, il en a fallu 8. Bon, voilà, c'est pas grave, en fait, s'il faut 8 matchs, sachant que maintenant, les 8 suivants sont les plus importants, et ceux qui seront derrière seront encore plus importants. Donc, oui, c'est le grand gagnant. Je trouve qu'on redevient une équipe où tu sais pas si on va courir ou si on va passer. Je tiens quand même à dire que c'est la première fois depuis 70, c'est la deuxième fois depuis 70, il y a un certain Drew Brees, qu'un joueur est à 20 touchdowns et une seule interception avec un tel taux de rating, et c'est Jalen Hurts. Donc, je tiens à dire que c'est quand même costaud, quoi. Voilà. Depuis Donc, ça me fait 70, plaisir. depuis 2010, tu voulais peut-être dire, je ne sais pas. Non. Drew Brees en 70. Non, t'as raison, mais en fait, la stat, parce qu'ils l'ont pris à ce moment-là. Je me suis trompé. C'est Je vais te redire. depuis 1970, il Il n'y y en a eu que des deux stats qui qui l'ont sont fait, c'est ça. mesurées, voilà. Oui, Et j'ai en compris. fait, Hurts est le deuxième quarterback dans l'histoire de la NFL à avoir 70% de réussite, au moins 15 passes de touchdown et une passe interceptée maximum en 8 matchs. Le seul, c'était Drew Brees en 2018. Et son 114 rating, c'est le plus haut après 8 semaines de tous les Eagles. Donc, moi, je veux bien qu'on me le défonce régulièrement, il a que 110 yards, machin. Pas vous, hein, je parle des haters, parce que de toute façon, il ne sera jamais populaire comme d'autres. Mais je trouve qu'il est redevenu ce leader et que ses stats sont exceptionnels. Voilà. Donc, si lui est exceptionnel, si les receveurs sont au niveau qu'ils ont été les 2 dernières semaines, et si Barkley redevient Barkley, qu'est-ce qui peut nous arriver? Bah, rien. Moi, je vais pas ressortir ma théorie préférée de la NFL et de la façon dont les joueurs sont traités par les médias selon certaines caractéristiques physiques. Mais quand Jalen Hurts marque des touches-push, c'est honteux. Quand Josh Allen marque des touches-push, c'est un travail d'équipe et ça prouve la cohésion de son équipe. Bon, bref. C'est sûr. Je vais pas revenir là-dessus. Non, mais parce que ça va encore. après, ils sont capables. Je pense que je vais pas aller dans la théorie du racisme, même si je sais qu'un Burrow peut, même s'il est fantastique, ou un Herbert, par exemple, est plus valorisé alors qu'il a moins que Hurts. Ça, j'en démords pas. Mais un Lawrence ou un Herbert, c'est derrière, point barre. Moi, je vais pas aller jusqu'au bout là-dessus, puisque des Jaden Daniels peuvent être portés au nu alors qu'il n'y a qu'une saison et c'est pas une question de peau. Je pense que c'est une question de style plus ou moins électrique et d'agacement. Voilà. Mahomes, par exemple, est porté au nu et il est pas. Techniquement, il est black quarterback. Hein. Oui, c'est pour ça. Non, Donc, mais, dit, oui, bon. non, on est d'accord. Mais oui, non, mais moi, je trouve qu'un Mahomes, ok, mais enfin, quand je repense à Lamar, à Cam Newton et autres, enfin bref, c'est un autre débat. Lamar a été MVP quand même. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense que juste en termes de jeu, je trouve qu'il est incroyablement maltraité. Voilà. Je dis pas ça parce que c'est bébé Jalen. Vous avez entendu ce que je vous donnais comme stat. C'est factuel, hein. Non, mais c'est sûr. Pour finir peut-être sur ce match, Loïc, la défense, 5 sacs, ça fait du bien quand même. On va y venir en plus. On a renforcé l'effectif puisque déjà il va y avoir un renfort technique, c'est que va revenir cette semaine ou un peu plus tard Nohan Smith quand même, qui est notre meilleur pass rusher sur le papier. Brandon Graham sorti de sa retraite et on a acquis un nouveau pass rusher, ça on va en parler. Mais sur ce match, malgré tout, ça reste une belle performance de la défense. 5 sacs par 5 joueurs différents, ça donne de la confiance un peu à tout le monde. Alors que Loïc nous a quittés, donc du coup, je vais poser cette question à Grégory. Même question. Oui.
Voilà, pour la confiance, etc. 5 joueurs, 5 sacs, tout le monde participe, etc. Bon, bah, globalement, on est plutôt content. Ouais, et moi je suis, tu vois, je vais dire la même chose que pour l'attaque. Je trouve que ça se met en place. Voilà, il fallait faire confiance à Fangio. On avait identifié les points faibles. Je pense que tu t'es pas trompé. Si nous on les identifie, ils sont capables aussi de le faire. Et en fait, je trouve qu'on parle moins du cornerback numéro 2. Je trouve qu'en Edge, on a trouvé une solution là. On va en parler. Je trouve qu'on est plus à nouveau plus sérieux et que il y a moins de déconcentration. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire, ou en tout cas de saute d'humeur dans un match. Tu vois, il y a une régularité en défense. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, globalement sur ce match-là, écoute, a win is a win, il fallait le faire et c'était plutôt C'est un bon bien match, fait. franchement. C'est un bon match quand tu vois comment les mecs galèrent souvent contre des équipes. En NFL, tu peux pas me foutre tes raclés. Là, j'espérais encore plus, mais tu as été bon partout, quoi. Non, mais tu vois. gagnes un match de division, tu te venges il y a 2 semaines, moi ça me va, hein, j'ai pas besoin de plus. Ouais. Tu te venges, t'as raison. C'est très important. Ah oui, non, mais je veux dire, à un moment, il faut en parler. T'as raison. Derrière, on a fait des trades. Donc, comme on a récupéré Loïc, qui cette fois va pas me mettre un blanc, hein. On a problème de micro, désolé. Ouais, bien sûr, toujours. Tu veux pas dire il va bien, pouvoir c'est nous tout. parler de Jaden Phillips. Ah non, moi j'avais déjà mentionné que le joueur qui a vraiment step up, c'est Jalix Hunt les 2 dernières semaines. Donc c'est quand même le fait d'avoir Jalix Hunt qui step up, Nolan Smith qui va revenir et Jaden Phillips en plus. D'un coup, bah là, on va avoir potentiellement un sacré pass rush pour la deuxième partie de saison et pour les playoffs. Ce qui va beaucoup changer la défense. Je suis d'accord avec ça. Mais du coup, Jalen Phillips, donc on a acquis contre un 3e tour. On rappelle que on avait 3 3e tours, donc celui qu'on va obtenir de Milton Williams, celui des Jets et le nôtre. Au début, on pensait qu'on avait échangé celui des Jets. Finalement, on a échangé le nôtre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que celui des Jets va être très proche d'un second tour. Donc, Jalen Phillips, en carrière, c'est 26 sacs. 8,5 en rookie, 7 en deuxième année, 6,5 en troisième année. Bon, l'année dernière, il n'en fait qu'un parce qu'il se blesse au bout de 4 matchs. Oui. Et cette année, il fait 3 sacs. Loïc, sur le papier, ça reste quand même si c'est un joueur, il faut être prudent parce que ça se blesse, etc. Ça reste quand même un bon complément à Nolan Smith et ça devient de facto un de nos 2 meilleurs rushers. Moi, je pense que c'est même intrinsèquement le meilleur dans le roster. Forcément, s'il était disponible, c'est parce qu'il a ses problèmes de blessure. Hein, sinon, il n'aurait jamais été disponible. Il aurait déjà été prolongé depuis longtemps par Miami avec un énorme salaire. Sa meilleure saison statistique, je crois que c'est sous Fangio quand il était aux Dolphins. Non, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que cette année, il met aussi la pression quand il est aligné contre des gardes ou des centres. Donc, il était utilisé un peu partout. Chose que je pense Fangio sera capable de faire aussi. Non, je suis vraiment très très impatient de le voir à l'œuvre. C'est vraiment le profil qu'il fallait prendre, je trouve, un jeune avec un upside. Moi, je tiens à dire que Victor nous a écrit quel style dans notre conversation de préparation de podcast. Style en anglais. Quel vol, quel braquage. Et je suis d'accord avec lui parce que il y a 3 questions quand tu fais ça. Est-ce que ça nous renforce en admettant qu'il joue, pas blessé, on est d'accord. Est-ce que ça nous renforce? Oui, nettement. 2, est-ce que ça nous impacte gravement pour la prochaine draft? Est-ce qu'on se déplume? Non, absolument pas. On a beaucoup de poids. Et 3, est-ce qu'il est compatible avec ton coach défensif? Absolument. Il a fait sa meilleure saison sous lui. Donc je veux dire, il n'y a aucun joueur qui m'aurait plus excité et aucun deal qui m'aurait plus excité que ça. Donc j'ai lu 2-3 fois, c'est un peu cher, un 3e. Alors moi, je trouve pas ça cher. Et je trouve que c'est surtout, comme on dirait d'un rookie NFL ready, là, il est ready pour te porter jusqu'au bout, quoi. Tu vois, ça va même pas être un choix top 100, c'est pas très cher. Mais moi, je trouve que la clé, parce que le problème, c'est qu'en mi-saison, c'est toujours plus dur pour un joueur d'être dans un nouveau système, dans un machin et tout. La clé vraiment de cet échange,
c'est qu'il a déjà joué sous Fangio. Donc, il sait ce que Fangio veut de lui. Fangio sait comment utiliser. Ils savent communiquer l'un l'autre, etc. Ils n'ont pas à se découvrir et tout. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé parce que c'est la condition sine qua non pour qu'un joueur puisse avoir un impact rapide dans une équipe qu'il connaît pourtant peu en soi intrinsèquement. Mais après, tu peux le mettre aussi au début que sur des situations de passe évidentes. Et tu lui demandes qu'une chose, c'est de rusher. Bah, si Nolan Smith n'est pas là, oui. Si Nolan Smith est là, c'est plutôt à Nolan Smith que tu vas demander ça et Philippe, tu vas utiliser plus. Mais je suis d'accord. Sur le premier match, il sera utilisé de façon probablement plus sporadique. Mais je suis d'accord avec toi. L'important, c'est que ça monte en puissance. Bien sûr. C'est surtout qu'en plus, comme Graham doit reprendre le rythme, comme Nolan Smith va devoir reprendre le rythme après sa blessure, comme lui va devoir s'adapter, bah en fait, tu vas les faire jouer tous un petit peu pour qu'ils s'adaptent tous. Donc je pense que c'est pas mal. Après, tu pourrais te retrouver du coup avec une rotation à 4 joueurs pour les playoffs, même si fin de jeu, elle aime bien en utiliser que 3 en général. Et Aziz Ojulari, du coup, est mis en injury report, ce qui nous rend évidemment tous très tristes. Et en hommage, on va diffuser maintenant ces highlights de la saison. Voilà, merci à tous. Merci pour ton passage, Aziz, et bonne continuation. Par ailleurs, Grégory, on a recruté du cornerback. Alors, on a tradé John Mechie et un 6e tour contre Michael Carter et un 7e tour. Michael Carter, un des tout meilleurs slot cornerbacks de la ligue, mais qui est exclusivement un slot. Donc, du coup, la question qui se pose, et Fangio a commencé à l'évoquer, c'est qu'on se dirige peut-être vers un coupeur de jean à l'extérieur. Mais moi, c'est ce que je souhaitais en début de saison. On pourra retrouver les podcasts. C'est que je pensais qu'il n'allait pas devoir rester slot et qu'il pourrait jouer en extérieur. Je n'ai pas ta connaissance NCAA, mais j'ai un peu bossé. Je pense qu'il est capable de jouer en extérieur coupeur de jean. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, et Loïc également. Mais je me dis que si tu as un des meilleurs slots et qu'ils estiment que lui, il est capable d'être CB2, bien meilleur que ce qu'on a, c'est gagnant encore, non? Après, je maîtrise pas extrêmement bien de Gilles en extérieur. Donc, moi, je dis que sur le papier, est-ce que ça serait pire que ce qu'on a? Ben, je crois pas. Est-ce que tu risques de le brûler en le mettant là parce qu'il va se prendre des réceptions dans la gueule qui prend moins en slot? Voilà, moi, j'aime comment il est dur j'aime comment, dans le slot, il est dur sur les joueurs. Il pourra pas l'être autant, à mon avis, en extérieur. Voilà. Non, mais de Jean, il est polyvalent, safety, linebacker, quasiment cornerback, etc. Je pense qu'en effet, il y a deux choses. C'est d'un côté, moi, j'aime pas changer de poste un joueur qui performe à son poste. Par contre, ce contre-argument que tu as donné et qui est vrai, c'est que aujourd'hui, ça serait probablement notre meilleur cornerback numéro 2. Donc les deux s'entendent. Loïc, toi, c'était quoi ton opinion Le problème de le bouger, c'est que là, tu joues majoritairement avec un slot CB sur le terrain parce qu'il est très bon dans la défense contre la course. Au jour d'aujourd'hui, Carter, si tu le mets en slot, peut-être qu'il va être bon en défense contre la passe, mais est-ce que ça va pas faire un énorme trou pour la défense contre la course? Non, je pense pas. Il était assez complet, Carter, je trouve. Après, l'autre possibilité, c'est que maintenant, en base, on joue avec 3 linebackers, avec Campbell qui soit plus là pour couvrir, et puisque Dean est meilleur contre la course, on voit que Dean a gagné des snaps gagne des snaps depuis qu'il est revenu. Donc, est-ce qu'il va pas trouver un moyen pour pouvoir mettre les 3 sur le terrain? Donc, du coup, tu as recruté un slot cornerback pour mettre 3 linebackers et puis avoir 2 slot cornerbacks sur le terrain? Non, mais après, tu fais Carter, tu le mets sur le terrain sur des situations obvious de passe. Et sur les first down, tu mets plutôt Campbell. On verra pour le coup. Je suis pas Après, convaincu. ce qui est bien, moi non plus, je suis pas convaincu, mais c'est pas mal de tenter des trucs et je me dis que ça nous offre, en nous écoutant, quand même pas mal de possibilités en fait, tout en restant à un bon niveau. Ça, je suis d'accord. Et notre troisième et meilleur trade, évidemment, c'est Jair Alexander et un 7e tour contre un 6e tour. Écoutez, en termes de cuisson, Jair Alexander, c'est ce croque-monsieur
que vous deviez laisser 20 minutes au four pour griller. Et là, à ce moment-là, ça peut être pour plein de raisons. Imaginons, votre femme vous a proposé de visiter la chambre et vous revenez 2 heures plus tard et le croque-monsieur est tout noir. Bah, c'est à peu près ça, Jair Alexander. Et il y a l'alarme incendie. Ça donnait envie au départ, mais depuis, c'est compliqué. Honnêtement, moi, je ne comprends pas. Les 2 autres trades, je les comprends. Prendre un slot cornerback pour mettre de Jean à l'extérieur, pourquoi pas? C'est un risque, mais ça peut se prendre. Phillips, ça fait du sens. Jair Alexander, je comprends pas en fait. Il a littéralement, il est pas bon depuis littéralement 2023. Il a joué 7 matchs en 2023, 7 matchs en 2024, 2 en 2025. Les Ravens, qui avaient une des pires défenses de la ligue, ne l'utilisaient même plus tellement il était nul. Bon, ok. Je sais pas, Loïc, Greg, il y a un de vous deux pour sauver Jair Alexander Moi, j'ai pas l'explication. Ils croient qu'ils vont le relancer. C'est tout ce que j'ai comme idée, moi. C'est tout. Après, je dirais juste que ça ne coûte rien en salaire, ça ne coûte rien en trade. Voilà. Ouais. Sinon, à part ça, par le fait qu'ils connaissent déjà le coach de secondary. Non, mais en fait, l'idée, c'est que tu te mets un peu de profondeur, un peu de depth au cas où. Et puis, tu te dis que si jamais il avait un revival, bah t'es gagnant, ça t'a rien coûté, comme disait Loïc. Puis s'il n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, quoi. Tu vois. Peut-être qu'ils se disent que s'il y a une blessure pendant un match, peut-être que lui sera plus à même à être moins pire qu'un Ringo ou un Adoree Jackson, je ne sais pas. Mais là, parce que voilà, faut quand même bien voir qu'on joue avec Ringo et Adoree Jackson quand même. Hein. C'est quand même pas. Oui, mais je suis pas sûr que Jair Alexander soit meilleur que Ringo ou Adoree Jackson. Parce que là, on est quoi, 8 cornerbacks dans le roster, je sais pas, on les collectionne. Je crois qu'on en a 26 à peu près. Ouais. On en arrive à se dire qu'ils ont fait l'économie de Slay pour des raisons, parce qu'il faut payer tout le monde et tous ceux qui nous écoutent savent. Et que tu te dis que DeJean, moi, fera pas pire qu'Adoree Jackson, hein, c'est certain, hein, à ce poste-là. Donc, ouais, enfin, Slay, il est cramé aussi cette année. Hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, tu sais que c'est identifié. Est-ce que DeJean n'est pas déjà le plus fort de tout le lot? Si c'est lui que tu fais jouer là et que tu prends un mec en slot, t'es gagnant. Hein. Donc, Alexander, c'est de la profondeur. Ça peut pas être, ça peut être que mieux, hein, en fait. Oui, non, ça peut être pire, je pense. Mais bon, bref, après, ça coûte rien. Ringo et Adoree Jackson, ils ont été mauvais sur certains matchs, mais ça peut être pire. On a déjà vu pire aux Eagles. En tout cas, je précise, parce que j'avais oublié de dire pour Jalen Phillips, et t'en as parlé du fait qu'il ne coûtait pas cher. Jalen Phillips, en fait, on a quand même réussi à négocier avec nos amis des Dolphins. Ils payent littéralement tout le salaire. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous coûtent 500 000 € l'année. Et en plus, ils pourraient nous rapporter un choix compensatoire. Je crois que finalement, c'est 1 million, mais c'est pareil, ils ont bouffé la majorité. D'accord, enfin, bon, 1 million, bon, bref. C'est quoi 1 million? Je veux dire, c'est un mois de salaire de Grégory Asher, quoi. Je veux dire. C'est sûr que comparer 1 million par rapport à 6. Ouais, en yen japonais, ouais. Bref, on est tous millionnaires au Japon, c'est ça qui est beau. Là, en ce moment, le Japon, c'est vrai qu'on est millionnaire. Là, vraiment, vous êtes très, très riches. Bon, messieurs, Monday Night Football, de match préféré des petits et des grands, parce qu'on n'a que ça à faire de ne pas dormir de la nuit de lundi à mardi, évidemment. Les Green Bay Packers. Alors, les Green Bay Packers, ils sont rigolos, nos amis des Packers, parce qu'ils ont un jeu et système cette année qui est se mettre au niveau d'adversaire. C'est-à-dire, si on affronte les Lions, on les bat. Par contre, si on affronte les Browns ou les Panthers, on les perd. Bon, c'est un peu illisible, avec un Jordan Love qui a fait le pire match de sa carrière cette semaine face aux Panthers. Malgré tout, cette équipe des Packers, ça reste une équipe redoutable sur le papier. Ça reste une défense avec des playmakers, hein. Évidemment Micah Parsons, évidemment Rashan Gary, évidemment Ejrin Cooper, ce genre de joueurs. Donc il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. En attaque aussi, Jordan Love, c'est un peu un pied au face, mais les jours où ça roule bien. Josh Jacobs, ça reste un bon running back. Les receveurs sont tous moyens plus, mais il n'y a pas de numéro 1, ça c'est un autre problème. Seul point noir pour eux, Tucker Kraft, leur meilleur tight end, meilleur bloqueur et meilleur receveur, un peu de George Kittle de sa génération, s'est blessé.
Ça va être énorme, à mon avis, pour leur plan de jeu offensif. Et ça s'est déjà ressenti contre les Panthers. Maintenant que j'ai dit tout ça et que j'ai étalé un peu tout le contexte, Grégory, toi, tu le vois comment ce match, cette sortie de bye? Donc, théoriquement, on sera quand même beaucoup plus frais qu'eux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça reste un match à ne pas prendre à la légère. Ah non, surtout pas. C'est une équipe qui nous réussit plutôt bien ces derniers temps. On avait gagné au Brésil, on a gagné en play-off. Je crois quand même en ça. La deuxième chose, comme tu l'as dit, c'est qu'on est plus reposé et on a des forces sûres depuis à nouveau 2 semaines. On n'a pas sombré. J'ai aimé la réaction après les 2 défaites, dont une aberrante. Parce que celle des Broncos peut arriver dans une saison. Il y a peut-être eu un peu de déconcentration. Je maintiens que c'était plus un accident. Celle des Giants, c'était une remise en question. Ils ont su se remettre en question. Je pense qu'on est dans une zone de match charnière. En fait, je pense que ce match-là va décider de la suite de ta saison. Je vais carrément le dire là-dessus. Alors après, tu es à 6-3, tu en gagnes 2 autres, tu bats les Lions, tu peux être... Mais moi, je pense que si tu bascules du bon côté à 7-2, là, tu te mets dans un momentum où tu deviens quand même très compliqué à jouer. Donc, je pourrais entendre tes arguments qui viendront sur les Lions, ceux de Loïc, ce que vous voulez, mais je trouve que celui-là, il est charnière. Charnière dans le sens où tu bascules vraiment avec un gros écart win-défaite et une grosse option sur la division et sur pas loin de la conférence quand même. Donc, ça m'intéresse grandement. En plus, alors, c'est sûrement un truc qui n'intéresse que moi et je ne sais pas si les joueurs, ça les influence vraiment ou pas. Mais 2 prochains matchs, ils sont en prime time. Et si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois en prime time, c'est justement quand on se fait humilier par les Giants. Et je ne suis pas sûr que les joueurs aiment beaucoup se faire humilier en Mondovision quand il n'y a que à regarder et que tout le monde voit qu'ils sont nuls. Donc, je pense que ça peut jouer pour nous aussi, dans le sens où il va y avoir une envie un peu, peut-être, de montrer en Mondovision, enfin Mondovision, US Vision pour la plupart, que c'est une vraie équipe. Et je trouve quand même que ces 2 dernières semaines ont fait du bien parce que on a prouvé qu'on restait une équipe capable de gagner le match au sol et dans les airs. Et mine de rien, les Packers, ils vont être obligés de se préparer au sol et dans les airs. Ils vont pas pouvoir faire un choix comme en début de saison où on n'était vraiment pas bon au sol et où les équipes misaient quand même beaucoup sur le fait de défendre les airs. Donc, ça nous rend un peu imprévisible. Loïc, ton opinion? Je pense que ce match et celui d'après, c'est les deux plus importants de la saison. Parce que ça va te dire si tu es en lice pour le first seed. C'est tellement serré devant que, en fait, même si tu n'en gagnes qu'un seul des 2, tu peux te retrouver 3e ou 4e de la conférence. Tu as déjà battu les Bucks et les Rams. Si en plus tu bats les Packers et les Lions, le message envoyé il est très fort quand même. Au niveau des tiebreakers, déjà, tu as les Bucks et les Rams. C'est pas rien. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, si tu prends le tiebreaker sur une des 2 équipes, moi, ça me va. Franchement, on sort à 1-1 de ces 2 matchs, ça me va. Hein. J'ai pas besoin forcément qu'on sorte à 2-0. Moi aussi. Mais si tu arrives à faire 2-0, le message envoyé est très fort. Forcément, si à contrario tu fais 0-2, là, le message envoyé, c'est qu'il y a du boulot avant la fin d'année et que tu vas avoir un chemin très très compliqué en playoff. Très très compliqué. Non, je suis peut-être pas un petit peu, monsieur Loïc. Si on finit seed 2 ou 3, est-ce que particulièrement c'est compliqué? Je sais pas. Mais t'as vu les 7 équipes qui sont pour le moment qualifiées en NFC? Ouais. Okay. Tu veux vraiment jouer 3 matchs C'est quoi 3 matchs? Si t'es seed 2, tu joues 2 matchs à domicile et 1 match à l'extérieur. De quoi tu parles? Ouais. Mais non, mais attends, mais mec. Je trouve que le niveau il est très dense en NFC et que si tu peux t'éviter un match en plus, c'est pas plus mal. D'accord, ça, ok. Non, mais d'accord. Être numéro 1, c'est mieux qu'être numéro 2. Je suis d'accord. En attendant, je t'explique juste que en plus, là, les Lions et les Packers, ça va s'affronter et tout. Je te dis que si on fait 1-1, je pense qu'on reste grandissime favori pour être tête de série numéro 1 en NFC. L'avantage, c'est qu'ils s'affrontent. On n'a pas besoin de gagner les 2. Je sais pas, je connais pas le calendrier des Bucks et des Rams qui sont au même bilan que nous.
Oui, mais Rams, on les a battus, on a le truc sur eux, les Bucks aussi. Oui. Donc, voilà. Et en plus, il y a dans leur division, les autres, ils ont les Vikings qui sont quand même costauds. Nous, on va quand même jouer les Commanders qui sont à la rue. Enfin, Et les je 3 suis prochaines d'accord. semaines des Bucks, c'est les Patriots qui sont en pleine confiance, c'est les Bills et c'est les Rams, justement. Donc, en plus, Rams et Bucks, il y en a un qui va perdre un match Bah, aussi là-dessus. Finalement, vous Oh. êtes d'accord avec moi, c'est charnière. C'est charnière. Ah C'est oui. totalement charnière. Oui, mais par contre, pour moi, c'est charnière dans le sens où il faut éviter 0-2. Je pense que si tu t'en sors à 1-1, c'est suffisant. Après, il faut être ambitieux, il faut viser 2-0, etc. Pas de problème. Et je pense pas que ça soit obligatoire. Ah non, moi j'ai pas dit que c'était obligatoire, mais par contre 0-2, tu te fous dans la merde tout seul par contre. Et les Rams, hein, pour reprendre aussi exemple, ils ont les Niners, les Seahawks, les Bucks, les Lions, les Seahawks. Ouais, parce qu'il y a les Seahawks aussi. Ouais, les Seahawks, c'est pas évident à jouer non plus. Mais l'avantage, c'est que les Rams, les Niners et les Seahawks, il y a un moment, ils s'affrontent toutes les semaines, Ouais. donc ça va faire Mais des tu vois, en défaites fait, je aussi. pensais à ça, c'est que tu peux finir 6-2 et te taper les Seahawks au premier match. Loïc, Oui, arrête bon, d'être Loïc. Arrête d'être Loïc. Oui, Mais tu non, peux mais être, c'est tu pas peux ça, être faut être seed 2 et perdre au hein. premier tour des playoffs. Faut être Oui, seed ça arrive 1. tous les ans, mais tu peux être seed 1 et perdre au deuxième tour des playoffs. Oui, Enfin, aussi, ouais, on a bien vu sûr. l'année d'accord, dernière. non, mais, non, mais d'accord, mais c'est incroyable. Bon, donne-nous Non, ton mais, pronostic, Loïc. Et ça, c'est Loïc. S'il n'est pas pessimiste définitivement dans toute Je sa suis pas vie, pessimiste. Je Mais suis si, exigeant. toujours. Non, t'es pessimiste. Non, Non, je te connais depuis des années maintenant. Non, Alors, pas intimement, mais suffisamment tac, pour savoir que t'es pessimiste dans le foot. 27-20 pour les Eagles. Oh putain, on va perdre. Jordan Love est Là, c'est notre. fini. Non, Jordanov, Qu'est-ce moi, je crois pas du tout. Ça gagne 31-17. C'est un bon quarterback, Jordan Love. T'es méchant avec lui à chaque fois. Ah ouais, super match face aux Panthers, vraiment incroyable. Oui, N'hésitez bon, pas à aller regarder les highlights. Il est capable d'être très bon, mais il est capable d'être très nul. Il a lancé l'interception en triple couverture. Ça m'a rappelé Carson Wentz 2020 contre les Lions. La Pauvre passe à Carson, bien Gigi sûr. Arcega-Whiteside là, qui est triple coverage. Et il en lance une deuxième dans la end zone. Tu sais même pas comment le défenseur arrive à la dropper. Mais ok. Ouais, non, mais il est excellent. Il est excellent. Sauf quand il est pas bon, mais sinon, il est excellent. Ouais. Et puis, leur coach est le fils de Nick Sirianni, donc. Oui. Grégory, du coup. C'est pas simple. Ah, il a envie de dire les Packers. Non, je dirais Grégory pas. dira jamais les Packers. Il Non. les aime bien, mais pas. Attends, mais j'ai un trou là, ça joue. À Green Bay. Lambeau, par contre. Ouais. Ah, c'est au Lambeau. Ouais. Oui, mais C'est les Lions qui sont à domicile, mais c'est à Lambeau. Ouais. on va gagner. Ok. Et on va gagner 28-21. 28-21. Ok. Je suis juste en train de regarder le Weather Report. Moins 13 Fahrenheit. Oh, tranquille. C'est pour ça que je mets pas de field goal et que je mets que des touchdowns de chaque côté. Ça va être très très bien. Attends que je fasse. Mais attends, c'est Monday night. Ça veut dire que moi, je suis en pont mardi. Je peux le regarder. Alléluia, la famille. Sur férié. Pourquoi c'est férié mardi? Ouais, 11 novembre, mon lapin. Oh, ça change beaucoup de choses, ça. On m'a pas dit ça, moi. Ah bah c'est. Et ben voilà, on te le dit. Oh, d'accord. Bon bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Je vais voir si je le fais, mais ça serait pas mal. Bon, après, il faudra voir qui est blessé chez nous et chez eux, parce que je crois que chez eux, il n'y avait pas que leur tight end qui s'est blessé pendant le match. Bah, ils ont non, il y a le talent de Jordan Love aussi qui est questionable. Ouais. Comment il s'appelle leur tight end? Je me suis peut-être trompé de nom là. Kraft. Ouais, Kraft, il est out pour la saison. Ouais. Et leur receveur de premier tour, je crois qu'il s'est reblessé à l'épaule. Ouais, bah Watson, de toute façon, Watson. Et je crois avoir lu que Josh Jacobs aussi était sorti sur blessure, non? Non, je crois que ça va, mais à voir. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que on verra, ça risque d'être des conditions sympathiques. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci à François pour son incroyable participation à ce podcast. D'ailleurs, si on perd, c'est de sa faute, il n'était pas là. On n'a jamais perdu quand on était 4 au podcast.
évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de ce match de Green Bay. Salut! Ciao! Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception.